Azathoth. Quand la vieillesse s'abattit sur le monde et que l'émerveillement disparut de l'esprit des hommes, quand les cités grises érigèrent dans les cieux enfumés de hautes tours sinistres et laides, à l'ombre desquelles il n'était plus possible de rêver au soleil ou aux prairies fleuries du printemps, quand le silence dépouilla la terre de son manteau de beauté et que les poètes cessèrent de chanter autre chose que des fantômes déformés par leurs regards brouillés et tournés seulement vers l'intérieur, quand donc toutes ces choses furent arrivées et que les désirs enfantins s'effacèrent à tout jamais des mémoires, il se trouva un homme pour effectuer un voyage hors de cette existence et partir dans l'espace à la recherche de nos anciens rêves. On sait peu de choses du nom et de l'endroit où vécut cet homme. On sait cependant qu'il était de naissance obscure. Il habitait une cité aux murs élevés où régnait en permanence un stérile crépuscule et dans laquelle il travaillait chaque jour dans l'ombre et le vacarme. À la fin de sa journée de labeur, il rentrait le soir dans une pièce dont la fenêtre unique donnait non sur des prés et des bois, mais sur une sombre courette où s'ouvraient également, dans le désespoir et l'ennui, d'autres fenêtres. De sa chambre, le panorama n'offrait au regard que des murs et d'autres fenêtres, et il fallait se pencher pour apercevoir dans le ciel les petites étoiles. Et parce que ne voir constamment que des murs et des fenêtres peut rendre fou un être intelligent et rêveur, l'habitant de cette pièce avait pris l'habitude, nuit après nuit, de scruter le ciel au-dessus de lui, dans l'espoir d'y trouver autre chose que ce qui existait dans le monde éveillé et dans la grisaille des hautes villes. Au bout de quelques années, il appelait les étoiles par leur nom et les suivait en imagination lorsqu'elles disparaissaient comme à regret de sa vue. Puis, il parvint à découvrir des choses mystérieuses en fixant le ciel. Enfin, une nuit, un pont fut jeté au-dessus du gouffre profond qui séparait ces deux univers. Les cieux chargés de rêves vinrent se mêler à l'air confiné de la pièce et enveloppèrent l'homme dans leur fabuleuse fantasmagorie. Les violentes lueurs violettes de minuit, toutes scintillantes de leur poussière d'or, entrèrent alors dans la chambre. Puis, il y eut des tornades de sable et de feu, sorties de l'espace infini, lourdes de parfums venus de l'au-delà. Des océans opiacés s'y déversèrent, éclairés par des soleils qu'aucun regard n'avait jamais contemplés. Et pourtant, dans leurs vagues de nymphes aquatiques et d'étranges dauphins venus des profondeurs insondables,
Et pendant des jours ignorés du calendrier des hommes, les vagues et les courants des sphères lointaines le portèrent doucement au royaume des rêves vers lesquels tout son être aspirait. Les rêves que les hommes avaient perdus. Enfin, après qu'il se fût écoulé de nombreux cycles, ils l'abandonnèrent avec tendresse, endormi sur le vert rivage d'un lever de soleil, un vert rivage au parfum de lotus et parsemé de camélias rouges.
Nyarlathotep. Le chaos rampant. Je suis le dernier, je parlerai au vide qui m'écoute. Je ne me souviens pas clairement quand tout a commencé. Mais c'était il y a des mois. La tension générale était horrible. À une période de bouleversements politiques et sociaux, vint s'ajouter la crainte bizarre et obscure d'un abominable danger physique, répandu partout, menaçant tout. Comme on ne peut imaginer que dans les plus atroces fantasmes nocturnes. Je me souviens que les gens marchaient, le visage blême et préoccupé, et chuchotaient des mises en garde et des prophéties que nul n'osait consciemment répéter ou s'avouer à lui-même avoir entendues. Un monstrueux sentiment de culpabilité s'étendait sur tout le pays, et des abysses entre les étoiles soufflaient des vents glacés qui faisaient frissonner les hommes dans des lieux sombres et solitaires. L'enchaînement des saisons connut des altérations démoniaques. La chaleur de l'automne persista d'effrayantes façons et chacun sentit que la terre et peut-être l'univers avaient échappé au contrôle des dieux ou des forces inconnues pour passer sous celui d'autres dieux, d'autres forces qui restaient ignorées. C'est alors que Nyarlathotep arriva d'Égypte. Qui il était, nul n'en savait rien. Mais de vieux sang indigène, il ressemblait à un pharaon. Les fellahs s'agenouillaient en le voyant, sans pouvoir dire pourquoi. Il dit qu'il était sorti de la noirceur de 27 siècles et avait entendu des messages venus de lieux qui ne se trouvent pas sur cette planète. Nyarlathotep vint dans les pays civilisés, basané, mince et sinistre, achetant sans cesse d'étranges instruments de verre et de métal qu'il combinait en nouveaux instruments plus étranges encore. Il parlait de science, d'électricité et de psychologie et faisait des démonstrations de puissance qui laissaient ses spectateurs sans voix et firent croître sa renommée dans des proportions inouïes. Les hommes se conseillaient mutuellement d'aller le voir et frémissaient. Et là où allait Nyarlathotep, disparaissait le repos. Car le petit matin était déchiré de hurlements, de cauchemars. Jamais encore il n'avait représenté un tel problème. Les sages souhaitaient presque pouvoir interdire le sommeil à de telles heures pour que les cris des grandes villes ne dérangent plus d'aussi horrible manière la lune pitoyable et pâle qui brillait au-dessus des ponts sur des eaux vertes et sur des clochers croulant sous un ciel blafard. Je me souviens du jour où Nyarlathotep vint dans ma ville, la grande, la vieille,
la terrible cité aux crimes innombrables. Un ami m'avait parlé de lui, de l'attrait et de la fascination irraisonnée qu'exerçaient ses révélations, et je brûlais d'impatience d'explorer ses mystères les plus secrets. Mon ami me dit qu'ils étaient plus impressionnants et plus horribles que tout ce que pouvait concevoir l'imagination la plus enfiévrée. Que ce qui était projeté sur un écran, dans une salle obscure, prédisait des choses que Nyarlathotep était seul à oser prédire, et que, dans le crachement de ces étincelles, était pris aux hommes ce qui n'avait jamais été pris et ne se voyait que dans les yeux. Et je découvris qu'il se disait à l'étranger que ceux qui connaissaient Nyarlathotep voyaient des choses que les autres ne voyaient pas. C'est dans l'automne brûlant qu'en compagnie de foules agitées, je traversais la nuit pour aller voir Nyarlathotep. À travers la nuit étouffante, le long d'escaliers interminables qui menaient à une salle suffocante. Et je vis, projeté sur un écran, des formes encapuchonnées, au milieu de ruines, avec des visages jaunes, maléfiques, qui guettaient par-delà les monuments effondrés. Et je vis le monde combattre l'obscurité, combattre des vagues de destruction venues de l'espace ultime, tournoyant, bouillonnant, luttant autour du soleil qui devenait pâle et froid. Puis des étincelles coururent de façon étonnante autour des crânes des spectateurs dont, pour finir, les cheveux se dressèrent, tandis que des ombres plus grotesques que je ne saurais dire venaient s'accroupir sur les têtes, et quand moi, qui étais d'esprit plus froid et plus scientifique que les autres, je marmonnais en tremblant une protestation où il était question d'imposture et d'électricité statique. Nyarlathotep nous fit tous sortir et redescendre les marches vertigineuses pour déboucher dans les rues désertes, humides et chaudes à minuit. Je hurlais que je n'avais pas peur, que je n'aurais jamais peur, et d'autres hurlèrent avec moi pour se rassurer. Nous nous jurâmes que la ville était vraiment exactement la même et toujours vivante, et que quand les lumières électriques se mirent à pâlir, nous maudîmes la compagnie à n'en plus finir, en riant de l'étrange expression de nos visages. Peut-être sentions-nous que quelque chose descendait de la lune verdâtre, car lorsque nous dûmes nous fier à sa lumière, nous dérivâmes sans le vouloir en curieuse formation, semblant connaître nos destinations sans toutefois oser y penser. Il nous arriva de regarder les pavés et de constater qu'ils étaient branlants et envahis par l'herbe, tandis qu'il subsistait à peine une traînée de métal rouillé là où passaient les tramways. Nous en vîmes un, solitaire, sans fenêtre, délabré et presque renversé sur le côté. Regardant vers l'horizon, nous ne pûmes trouver la troisième tour près de la rivière et remarquâmes que la silhouette de la deuxième était déchiquetée au sommet. Nous nous divisâmes alors en minces colonnes dont chacune semblait attirer dans une direction différente. L'une disparut dans une étroite allée sur la gauche, ne laissant derrière elle que l'écho d'un gémissement affreux. Une autre se mit à dégager l'entrée envahie d'herbe d'une station de métro, hurlant d'un rire dément. La mienne fut comme aspirée vers la campagne et ressentit un froid qui n'était pas propre à l'automne brûlant, car comme nous marchions à travers la lande obscure, nous vîmes tout autour de nous des neiges maléfiques sur lesquelles se reflétait la lune diabolique.
Ces neiges vierges, inexplicables, avançaient toutes dans une seule direction, là où se tenait un gouffre que les parois luisantes rendaient encore plus noir. Notre colonne parut vraiment clairsemée lorsqu'il entra rêveusement, traînant des pieds. Je m'attardais derrière elle car la faille noire au milieu des neiges tachetées de lumière verte était effrayante. Et je croyais avoir entendu, quand mes compagnons avaient disparu, l'écho d'un gémissement inquiétant. Mais je ne pouvais guère résister, comme si ceux qui m'avaient précédé me faisaient signe. Je flottais, effrayé et tremblant, entre de monstrueuses congères, jusqu'au tourbillon aveugle de l'inimaginable. Les réalités burlesques ou délires silencieux, seuls les dieux peuvent le dire. Une ombre révulsée qui se tordait dans des mains qui ne sont pas des mains et tourbillonnait au regard, au hasard, parmi les crépuscules effroyables d'une création pourrissante, les cadavres de mondes morts dont les plaies étaient des villes, les vents sortis des charniers qui balaient les étoiles blafardes et assombrissent l'éclat. Au-delà des mondes, les vagues fantômes de choses monstrueuses, les colonnes entreaperçues de temples non consacrés qui reposent sur des rochers sans nom en dessous de l'espace et se dressent jusqu'à des hauteurs vertigineuses au-dessus des sphères de lumière et d'obscurité. Et à travers tout ce révoltant cimetière de l'univers, un battement de tambour assourdi à rendre fou, et la faible plainte monotone de flûtes impies venues de lieux obscurs, inconcevables, au-delà du temps. La musique détestable sur laquelle dansent lentement, gauchement, absurdement, les dieux ultimes, gigantesques et ténébreux, les gargouilles aveugles, muettes et stupides, dont Nyarlathotep est l'âme.
Je suis d'ailleurs. Malheureux celui auquel les souvenirs d'enfance n'apportent que crainte et tristesse. Misérable celui dont la mémoire est peuplée d'heures passées dans de vastes pièces solitaires et lugubres aux teintures brunâtres et aux alignements obsédants de livres antiques et de longues veilles angoissées dans des bois crépusculaires composés d'arbres absurdes et gigantesques, chargés de lianes qui, en silence, poussent toujours plus haut leurs bras sinueux. Tel est le lot que les dieux m'ont accordé, à moi, l'étonné, le banni, le déçu, le brisé. Et pourtant, je me sens étrangement satisfait et m'accroche farouchement à ces souvenirs flétris lorsque mon esprit, pour un moment, menace d'aller au-delà, chercher ce qui est autre. Point ne sait où je suis né, mais le château était infiniment vieux et infiniment affreux, plein de passages obscurs et de hautes voûtes où l'œil, lorsqu'il se hasardait vers elle, ne décelait que nuit et toiles d'araignée. Les pierres dans les couloirs gauchis semblaient toujours atrocement humides, et il régnait partout une odeur maudite, odeur de charnier, toujours renouvelée par les générations qui meurent. Il n'y faisait jamais jour. Il m'arrivait parfois d'allumer des chandelles et de chercher longtemps dans leurs flammes fixes et immobiles un soulagement ou un secours. Dehors non plus, il n'y avait pas de soleil, car ces arbres haïssables s'élevaient bien au-dessus de la plus haute et de la plus inaccessible des tours. Il y avait pourtant une tour noire qui montait au-dessus des arbres dans le ciel inconnu de l'au-delà de la nuit. Mais elle était à moitié en ruine et l'on ne pouvait y monter qu'au prix d'une escalade presque impossible le long de sa muraille lisse. J'ai dû vivre des années dans cet endroit, mais je ne peux mesurer le temps. Des êtres ont dû veiller sur moi et prévoir mes besoins. Pourtant, je ne peux me souvenir d'aucune personne, à l'exception de moi-même, de rien de vivant, en dehors de mes compagnons silencieux, les rats, les chauves-souris et les araignées. Je pense que la personne, quelle qu'elle fût, qui veilla sur mes premières années, devait être d'un âge incroyablement avancé. Car ma première conception d'un être animé
ressemble à une caricature de moi-même, déformée, réduite et pourrissante comme le château lui-même. Pour moi, il n'y avait rien d'horrible dans les os et les squelettes qui jonchaient certaines des cryptes de pierre profondément enfouies sous les fondations. C'est incroyable, mais j'associais ces choses à la vie quotidienne et je les prenais pour plus naturelles que les images colorées d'êtres vivants que je rencontrais dans nombre de mes livres moisis. C'est dans ces ouvrages que j'ai appris tout ce que je sais. Je n'ai pas eu de précepteur pour me guider, pour me conduire, et je n'ai pas souvenir d'une voix humaine au cours de toutes ces années, pas même de la mienne. Car si j'ai lu des livres qui parlaient du langage, je n'ai jamais essayé de parler à voix haute. Mon aspect physique, je n'y pensais jamais non plus, car il n'y avait pas de miroir dans ce château, et je me considérais moi-même automatiquement semblable à ces êtres jeunes que je voyais dessinés et peints dans les livres. Et je me croyais jeune parce que j'avais peu de souvenirs. Dehors, par-delà les douves putrides, sous les arbres sombres et muets, souvent je m'allongeais et restais à rêver pendant des heures à ce que j'avais lu dans les livres et, plein de nostalgie, imaginer mêlé à quelques foules joyeuses et gaies dans le monde ensoleillé qui débutait au-delà de l'interminable forêt. Une fois, j'essayais de fuir cette forêt, mais plus je m'éloignais du château, plus l'ombre moite s'alourdissait et plus l'air se chargeait d'une terreur enveloppante. Affolé, je retournais sur mes pas et perdu de panique à l'idée que je pourrais retrouver mon chemin dans ce labyrinthe de silence obscur. Ainsi, tout au long d'interminables crépuscules, je rêvais et j'attendais. J'attendais je ne sais quoi, mais dans ma solitude noire, mon désir de clarté devint si fort et si poignant que je n'étais plus capable de me détendre, de me reposer et que je tournais toujours mes regards et tendais toujours mes mains avides vers cette tour en ruine, sombre et solitaire, qui montait au-dessus de la forêt jusqu'au ciel inconnu de l'au-delà. Finalement, je me résolus à faire l'escalade de cette tour, dussé-je y périr, car mieux valait voir le ciel, quitte à en mourir, que vivre sans jamais connaître le jour. Dans le crépuscule moite, je montais donc les degrés de pierre usée par les siècles jusqu'au dernier, et ensuite entamais la dangereuse ascension en m'aidant de saillies précaires aux jointures de pierre. Épouvantable, affreux et lisse, ce puits de pierre morte, un puits d'encre, fissuré, désert, sinistre, avec ces chauves-souris étonnées dont j'éveillais les ailes silencieuses. Mais plus affreuse et plus angoissante encore la lenteur de ma progression, car j'avais beau monter et monter. Au-dessus de moi, l'obscurité ne s'éclaircissait point. Une nouvelle terreur grandit en moi, celle que suscite la pourriture maudite et vénérable. Des frissons m'ébranlaient et je me demandais pourquoi je n'atteignais pas la lumière.
J'aurais baissé les yeux si je l'avais osé. J'imaginais un moment que la nuit devait être tombée tout d'un coup sur moi. En vain, de la main, je tâtonnais pour essayer de rencontrer l'embrasure de la fenêtre par laquelle je pourrais me pencher et savoir à quelle hauteur j'étais déjà parvenu. Mais tout à coup, après plusieurs éternités passées à me traîner, collé à la paroi de ce précipice concave et affolant, ma tête heurta quelque chose de dur et je compris que je venais d'atteindre le toit ou tout au moins quelques paliers. Toujours dans le noir, je levai une main et tâtai l'obstacle. Je m'aperçus qu'il était de pierre et immuable. C'est alors que j'entrepris cette aventure odieuse. Faire le tour du donjon, m'accrochant aux faibles prises que m'offrait la muraille grasse. Finalement, ma main, à force de quête, sentit en un endroit l'obstacle remuer. Je me hissai, poussant la tête de la dalle ou la porte, car je me retenais des deux mains dans cet effort délirant. Aucune lumière ne se coula par la fente. Et mes mains, une fois glissées de l'autre côté de la surface, je compris que mon ascension était, cette fois, terminée. Car cette dalle servait de trappe, permettant d'accéder à une aire de surface plus grande que celle de la tour en bas. C'était certainement le plancher d'une vaste chambre de guet. Je m'introduisis lentement par l'ouverture et voulus essayer d'empêcher la lourde dalle de retomber en place, mais échouai. En me laissant tomber sur la pierre lisse, j'avais à l'oreille l'écho sonore de sa retombée. J'espérais que le moment venu, je pourrais de nouveau la forcer. M'imaginant alors à une hauteur prodigieuse, bien au-dessus des plus hautes branches de la forêt maudite, je me redressai lourdement et fouillai la nuit de mes mains à la recherche de fenêtres afin de pouvoir, pour la première fois, poser les yeux sur le ciel, la lune et les étoiles dont m'avaient parlé mes livres. Mais sur tous ces points, je fus déçu. Car tout ce que je rencontrais, ce furent d'interminables alignements de profondes étagères de marbre, chargées de longues et inquiétantes boîtes que je touchais en frissonnant. Et je réfléchissais, et je me demandais de plus en plus quels étaient donc ces innommables secrets qu'enfermait depuis des temps et des temps cette pièce retranchée du château. Par surprise, mes mains sentirent l'embrasure d'une porte fermée par un ventail de pierres sculptées, de ciselures étranges. Je voulus rouvrir, elle était bien close. Dans un ultime sursaut de volonté, je m'acharnai et sentis finalement le battant venir à moi. Et c'est alors que me vint la plus pure extase que j'ai jamais connue, brillant calmement derrière une grille au contour élaboré, au-dessus de quelques marches, surplombant la porte que je venais d'ouvrir. Je la vis, la lune, pleine, radieuse, telle que je ne l'avais jamais vue hors de mes rêves et de vagues visions que je n'osais baptiser du nom de souvenirs. Croyant avoir atteint la cime dernière du château, je me précipitai en haut de ces marches, de l'autre côté de la porte. À ce moment précis, la lune fut voilée d'un nuage. Je trébuchai
et cherchais de nouveau lentement mon chemin dans la nuit. Il faisait encore très sombre lorsque je parvins à la grille que je palpais avec soin. Elle n'était pas fermée à clé, mais je ne l'ouvris pas, de crainte de tomber de haut de l'altitude inimaginable à laquelle je devais me trouver. La lune sortit. Le plus démoniaque de tous les chocs vous vient de l'inattendu le plus insondable ou de l'impensable le plus fou. Rien que j'eusse jamais connu ne pouvait se comparer à la terreur qui m'emplit au brusque spectacle que j'eus devant mes yeux et au sentiment des mystères qu'il impliquait. Le spectacle en lui-même était aussi simple que paralysant, et ce n'était rien d'autre que ceci. Au lieu d'un panorama vertigineux de sommets d'arbres s'étendant au pied d'une hauteur sublime, ce que j'avais devant moi, à mon niveau, de l'autre côté de la grille, ce n'était rien d'autre que le sol. La terre ferme, peuplée en cet endroit de dalles de marbre et de colonnes, à l'ombre d'une vieille église de pierre dont la flèche ruinée rutilait comme un spectre sous la pâle lumière de la lune. À moitié conscient, j'ouvris la grille et titubais sur le sentier de gravier blanc qui partait dans deux directions. Mon esprit, noyé par le choc et le chaos, était toujours rongé du besoin de lumière. Le fantastique mystère lui-même qui venait de surgir ne réussit pas à lui faire oublier son objet, à infléchir la course de mon destin. Je ne savais pas, et je ne m'en souciais pas si j'étais aux prises avec la folie, le rêve ou la magie, mais j'étais plus que jamais déterminé à contempler la clarté et la joie, quel que dût en être le prix. Je ne savais ni qui j'étais, ou ce que j'étais, ni l'endroit où je pouvais me trouver, mais je continuais à marcher en aveugle, devant moi, et en même temps se lever lentement dans mon esprit une sorte de souvenir latent, aussi bien qu'horrible, qui soustrayait au hasard le choix de ma route. Par une arche, je quittais ce domaine des dalles et des colonnes et m'aventurais dans la campagne ouverte, suivant parfois la route visible, mais parfois la quittant aussi, bizarrement, pour traverser des prés où des ruines sporadiques signifiaient la présence oubliée d'un chemin d'autrefois. À un certain moment, il m'en souvint, je traversais à la nage un fleuve rapide, à l'endroit où d'antiques piles de maçonnerie moussues et ruinées demeuraient les seuls vestiges en cet endroit d'un pont depuis longtemps disparu. 2 heures ou moins s'écoulèrent quand, avant que j'eusse atteint ce qui devait être mon but, un château vénérable couvert de lierre, au sein d'un parc cerné d'un bois épais, atrocement familier, et pourtant empreint pour moi d'une incompréhensible étrangeté. Les douves étaient pleines et plusieurs des tours, trop connues, étaient démolies, tandis qu'on avait édifié de nouveaux bâtiments, de nouvelles ailes, pour confondre le spectateur. Mais ce que je vis avec le plus d'intérêt et de joie, ce furent les fenêtres ouvertes, merveilleusement scintillantes de lumière, et d'où me parvenaient les sons d'une fête joyeuse. M'avançant vers une porte-fenêtre, je regardai à l'intérieur. J'aperçus une compagnie
aux atours curieux en train de s'amuser, de rire et de s'ébattre bruyamment. Sans doute n'avais-je jamais entendu le son de la voix humaine, car je ne compris que vaguement ce qui se disait. Certaines des têtes semblaient avoir des expressions qui réveillaient en moi des évocations et des souvenirs incroyablement anciens. D'autres personnes m'étaient totalement étrangères. Je pénétrais par la porte dans la pièce brillamment illuminée et, ce faisant, passais au même moment de l'espoir le plus heureux aux convulsions du désespoir le plus noir. À la prise de conscience la plus poignante, le cauchemar s'empara immédiatement de moi. Dès que j'entrais, j'assistais à l'une des manifestations les plus terrifiantes qu'il m'ait jamais été donné de voir. À peine avais-je passé le seuil que s'abattit sur toute l'assemblée une terreur brutale que n'accompagna pas le moindre signe avant-coureur, mais d'une intensité impensable, déformant chaque tête, tirant de chaque gorge presque les hurlements les plus horribles. Tout le monde s'enfuit aussitôt. Et dans les cris et la panique, plusieurs personnes tombaient en convulsions, furent emportées loin de là par leurs compagnons affolés. J'en vis même plusieurs se cacher les yeux de leurs mains et courir de la sorte, aveugles et inconscients, se cognant au mur, aux meubles, avant de disparaître par l'une des nombreuses portes de la salle. Ces cris me glacèrent et je ressentais un moment comme paralysé dans la clarté éblouissante de cet endroit, seul, incrédule, gardant à l'oreille l'écho lointain de l'envol des convives terrifiés. Et je tremblais à la pensée de ce qui devait rôder autour de moi, invisible. Au premier coup d'œil rapide que je jetais, la pièce me parut déserte. Mais en m'approchant de l'une des alcôves, j'eus l'impression d'y deviner une sorte de présence. L'ombre d'un mouvement derrière le cadre doré d'une porte ouverte qui menait à une autre pièce assez semblable à celle dans laquelle je me trouvais. M'approchant de cette arche, je perçus plus nettement cette présence. Et finalement, tandis que je poussais mon premier et dernier cri, une ululation spectrale qui me crispa presque autant que la chose horrible qui me la fit pousser. J'aperçus en pied, effrayant, vivant, l'inconsolable, l'indescriptible, l'innommable monstruosité qui, par sa simple apparition, avait pu transformer une compagnie heureuse en une troupe craintive et terrorisée. Je ne peux même pas donner l'ombre d'une idée de ce à quoi ressemblait cette chose, car elle était une combinaison horrible de tout ce qui est douteux, inquiétant, importun, anormal et détestable sur cette terre. C'était le reflet vampirique de la pourriture des temps disparus et de la désolation. Le fantasme putride et gras dégoûture d'une révélation pernicieuse dont la terre pitoyable aurait dû pour toujours masquer l'apparence nue. Dieu sait que cette chose n'était pas de ce monde, ou n'était plus de ce monde. Et pourtant, au sein de mon effroi, je pus reconnaître dans sa matière rongée, rognée, où transparaissaient des os, comme un grotesque et ricanant travesti de la forme humaine. Il y avait dans cet appareil pourrissant et décomposé une sorte de qualité innommable qui me glaça encore plus.
J'étais presque figé. Mais non incapable d'effectuer un effort pour m'enfuir, je titubais en arrière sans pour autant parvenir à rompre le charme sous lequel me tenait ce monstre sans voix et sans nom. Mes yeux, ensorcelés par ces orbites vitreuses qui se vrillaient ignominieusement dans les miennes, mes yeux se refusaient à se fermer. Certes, et j'en remercie le ciel, la vision qu'il me transmettait était voilée. Et le moment du premier choc passé, je ne distinguais qu'indistinctement cet objet terrible. J'essayais de conjurer cette vision en portant à ma main devant mon visage, mais mes nerfs étaient dans un tel état que mon bras ne répondit qu'imparfaitement à ma volonté. Cette tentative me fit à moitié perdre l'équilibre et je basculais en avant et trébuchais de plusieurs pas pour éviter de tomber. Je me rendis soudainement compte, dans un moment d'agonie, que la répugnante charogne était à quelques centimètres de moi. Il me semblait en entendre la sifflante et caverneuse respiration, presque fou. J'eus encore la force de tendre le bras pour écarter la fétide apparition si proche de moi, quand, dans une seconde où les cauchemars du cosmos rejoignent les accidents du présent, mes doigts entrèrent en contact avec la patte pourrissante et ouverte du monstre sous cet encadrement d'or. Non, ce ne fut pas moi qui hurlais. Tous les vampires sataniques qui chevauchent les vents nocturnes hurlèrent pour moi, en même temps que, dans l'espace de cette même seconde, s'effondrait d'un seul coup sur mon esprit la cataracte, l'avalanche annihilante des souvenirs, et que se rouvrait à m'en déchirer l'âme, ma mémoire. En cette seconde, je compris tout ce qui avait été. Je me souvins de ce qui avait précédé le château effrayant avec ses arbres, et je reconnus l'altier édifice dans lequel je me trouvais, et je reconnus, et rien ne fut plus terrible, l'abominable malédiction qui ricanait devant moi en même temps que je rompais le contact de mes doigts souillés par les siens. Mais le cosmos recèle aussi bien le baume que l'amertume, et ce baume est le Nepenthes. Dans l'horreur suprême de cette seconde, j'oubliais ce qui m'avait horrifié, et l'explosion de cette mémoire nocturne s'évanouit dans un chaos d'images, s'estompant en dehors toujours plus lointain. Dans un rêve, dans un cauchemar, je m'enfouis en courant de cet endroit hanté et maudit. Je courus, rapide, autant que silencieux, vers la lumière de la lune. Je retrouvais le cimetière, peuplé de marbre, descendis des degrés, mais la dalle de pierre était impossible à ouvrir. Et je ne le regrettais pas, car j'avais haï cet antique château et ses arbres impossibles. Maintenant, je chevauche les vents de la nuit avec les vampires moqueurs et amicaux, et joue le jour parmi les catacombes de Nefrenka, dans la vallée secrète et close de Hadot, près du Nil.
Je sais que la lumière ne m'est pas destinée, sauf celle de la lune sur les roches tombales de Neb, et qu'aucune gaieté ne me revient, sinon les fêtes sans nom de Nectochris sous la grande pyramide. Et pourtant, dans ma nouvelle condition, dans ma nouvelle liberté, j'accueille presque avec le sourire l'amertume d'être autre. Car, quoique le Nepenthes ait mis la main sur moi, je sais pour toujours que je suis d'ailleurs un étranger en ce monde, un étranger parmi ceux qui sont encore des hommes. Et cela, je le sais, du moment où j'ai tendu la main vers cette abomination dressée dans le grand cadre doré. Depuis que je l'ai porté mes doigts vers elle et que j'ai touché une surface froide et immuable de verre lisse.